cette 11e et dernière webconférence de cette première journée live du salon Numexpo. Cette conférence va être consacrée au e-commerce et plus particulièrement à comment développer votre activité par le e-commerce, et elle sera animée par David Seul, qui est conseiller numérique à la CCI L'Hérault. Bonjour David. Bonjour Yann, bonjour à toutes et tous. Voilà, David prendra la parole pendant environ 30 minutes. Vous pourrez lui poser des questions via le chat qui se trouve en bas à droite de votre écran. Il y répondra soit en direct, soit après sa présentation, en fonction du nombre de questions. Voilà, et David, écoute, je te laisse la parole et je reprendrai la main pour conclure cette webconférence tout à l'heure. Merci beaucoup. Donc, bonsoir à toutes et tous. Je suis ravi de participer à ce grand événement qui est une toute première. Merci à la CMA de nous avoir fait participer. Donc, je vais vous partager de suite mon écran. Donc, déjà, est-ce que vous pouvez me dire sur le chat si vous m'entendez bien, s'il n'y a pas de problème au niveau du son, et si au niveau de la présentation, si vous voyez bien tout. Et si c'est bon pour vous, on va se lancer. Son OK, parfait, OK. Donc, je vais me présenter. Avant toute chose, si vous pouvez déjà me mettre dans le chat quelle est votre activité. Je serais curieux de savoir ce que chacun de vous fait. Et peut-être que suivant ce qu'on va voir tout à l'heure, on va faire des exemples en fonction. Donc, pour ma part, je suis David Seul, donc je suis conseiller à la transformation numérique à la Chambre de commerce de l'Hérault. Je m'occupe d'accompagner, de former en collectif, en individuel, les professionnels qui sont ressortissants de chez nous, grâce à notre offre de services solutions que vous pouvez voir derrière moi. Alors, je vais aller assez vite sur certains points, parce qu'on n'a que 30 minutes. On est sur un sujet qui est assez vaste. Donc, oui, on voit fabrication, créatrice, artiste, accompagnatrice, graphiste. Donc, ok, je vois du tertiaire, je vois du CMA. Ok. Donc, le programme de ces 30 minutes, on va voir quelques chiffres. On va aller assez vite sur les chiffres quand même. On va surtout rester pas mal de temps sur la découverte des solutions de e-commerce. Donc, quels sont les canaux de vente que vous pouvez utiliser pour faire de la vente sur Internet? Ensuite, découvrir des solutions de paiement en ligne, puisque ça fait partie des 3 grandes figures quand on veut faire l'ensemble du tunnel de vente et de conversion sur Internet, et que quelques conseils sur la logistique. Alors, je vous préviens, j'ai fait un peu peur à mes collègues de la CMA, j'ai plus de 50 slides qui sont prêtes, donc on ira plus ou moins rapidement sur les différents éléments. Donc, sur les chiffres, on a 41,6 millions d'acheteurs français sur Internet. Donc, quand on se pose la question pourquoi se lancer sur Internet, parce que tout le monde aujourd'hui est sur Internet et ça rentre de plus en plus dans les mœurs d'utiliser Internet pour effectuer l'acte d'achat. Par rapport à 2019, on a gagné plus 1,5 million d'acheteurs en France. C'est énorme. On est à 78,4% sur le dernier trimestre 2019. Ça augmente de manière assez importante. Le e-commerce, qui avant avait une part assez mineure dans le commerce français, prend de plus en plus de place. Aujourd'hui, 13,1% des parts du commerce dans le commerce français. Donc là aussi, c'est une augmentation qui est très importante, qui était très importante sur l'année 2020, parce qu'on a eu la situation sanitaire. Et donc, il y a eu une double réflexion, à la fois de la part de vous, les professionnels, où vous vous êtes dit, il nous faut des nouveaux moyens de communication, des nouveaux canaux de vente. Et donc, là où avant, sur la partie un peu commerce, là où le tertiaire, l'industrie était un peu plus implanté, et le commerce, quand je dis commerce de manière générale, l'artisanat, c'est beaucoup plus lancé dessus, et aussi les cibles potentielles, les acheteurs potentiels se sont aussi beaucoup plus portés vers ces nouvelles pratiques. Qu'est-ce que ça a généré? 1,84 milliard de transactions en ligne en 2020. Au global, ça nous a fait une augmentation de 8,5% des ventes, des transactions sur la dernière année. On pourrait croire que c'est un pourcentage qui est faible quand on le compare aux précédentes années. On était toujours sur des augmentations de transactions sur 2 chiffres, mais il faut voir que l'année 2020, tout ce qui était service, tout ce qui était tourisme a été totalement en berne. Donc, c'est-à-dire que le commerce a une explosion telle que les chiffres ont totalement augmenté et on se retrouve sur des nouvelles façons de consommer. Donc ensuite, pourquoi se lancer sur Internet? Déjà parce que votre offre de service, votre offre de produit est disponible en permanence. Vous n'avez pas besoin d'être là à des horaires particuliers. Tout le monde peut voir en permanence ce que vous produisez.
Aussi, parce que vous accédez à de nouveaux outils d'analyse, vous avez la possibilité, les 2 points que vous voyez là sont liés, de modifier quasiment en temps réel les stratégies de vente, votre stratégie de marketing. Internet a cette force que vous avez énormément d'outils suivant les différentes plateformes que vous allez utiliser, mais pour pouvoir voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. C'est du temps réel quasiment, et donc vous pouvez faire de l'ajustement, vous pouvez faire du test, quelque chose qui est quand même compliqué quand on fait du physique, puisque le test en général, c'est du temps, c'est de l'argent et c'est donc de la perte potentielle. Par contre, on ne se lance pas sur Internet, notamment pour faire de la vente, un peu comme ça, à l'arrache, excusez-moi du terme, en se disant, bon, je vais voir un peu ce que ça donne. Il faut préparer une vraie stratégie là-dessus. Donc, une vraie stratégie, qu'est-ce que c'est? C'est se poser les bonnes questions. Déjà, se poser 3 questions qui vont permettre d'aboutir à une première réflexion. Quel est mon objectif sur Internet? Vous allez me dire, vu le sujet du jour, c'est de vendre, c'est de faire du e-commerce. Oui, mais en fait, vendre sur Internet, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est l'offre physique que je décide de mettre directement sur Internet? Est-ce que c'est une offre qui est différenciée? Est-ce qu'en fait, je veux développer ma marque autrement avec certains concepts? Voilà, il faut toujours, c'est comme de la stratégie marketing. Il faut se fixer des objectifs et suivre un certain nombre d'étapes pour voir si on peut aller jusqu'au bout. Donc, quand j'ai un objectif, qui est la cible que je veux toucher, quand on fait du commerce physique, de l'artisanat physique, on a une zone de chalandise, on touche des gens. Est-ce qu'on veut toucher ces mêmes personnes, mais leur mettre une offre à disposition en permanence? Est-ce que plutôt on va chercher à différencier nos cibles et à toucher des nouvelles personnes? C'est un peu l'avantage d'Internet, c'est qu'on peut viser le niveau national, international. Donc, ces nouvelles cibles, est-ce qu'on va communiquer avec eux de manière différente? Quel est le contenu que je vais proposer? Vous allez me dire, je vais proposer mes produits, mais est-ce qu'on va proposer que ces produits? Déjà, est-ce que le contenu que je vais proposer, ce sont mes produits habituels? Est-ce que c'est une autre offre de produits? Est-ce que je vais pas aussi proposer des contenus qualitatifs qui vont venir appuyer mon offre de produits habituels, qui vont permettre aussi de jouer sur différentes intentions de l'internaute? Il faut savoir que quand un internaute est sur son moteur de recherche, Google, pour ne pas le citer, il a différentes intentions. L'attention d'achat, il va utiliser certains termes, l'attention d'information, il peut vous toucher différemment avec ce genre d'intention. Quand on répond à ces 3 questions, on commence à cibler un peu quels sont les canaux de communication qu'on va pouvoir utiliser. Les canaux de communication pour la vente, on va les voir derrière. J'en ai en tout cas moi ciblé 4 principaux qu'on va étudier. Et à partir de ces canaux de communication qui semblent être en adéquation avec le contenu et la cible, on va voir si ça peut matcher avec le budget que nous, on a prévu. Aller sur Internet, ça peut coûter plus ou moins d'argent. C'est quelque chose qu'on va avoir au fur et à mesure qu'on va avoir les différents canaux de vente. Et donc, on va pouvoir les mettre en corrélation. Alors, vente, mais aussi marketing. Parce que suivant ce qu'on va faire, par exemple, si vous faites un site Internet, suivant la communication que vous allez faire autour, vous allez toucher plus ou moins de personnes. Un site Internet qui n'est pas prévu pour le Google, pour le référencement naturel, est quasiment un objet mort. Il ne va pas vous servir à grand-chose. Et aussi, quelles sont les ressources? Quand je dis ressources, c'est surtout les ressources humaines que l'on peut allouer. Aujourd'hui, vous avez une vie sociale, vous avez une vie professionnelle, et ça veut dire que vous allez rajouter des canaux supplémentaires qui vont vous prendre du temps. Donc, est-ce que c'est vous? Est-ce que vous allez devoir vous dimensionner différemment? C'est le genre de choses qui doivent rentrer dans votre réflexion avant de vous lancer sur le e-commerce. Le e-commerce, en fait, c'est un tunnel de vente qui va être plus ou moins solidifié, qui va aller plus ou moins loin. Et plus vous allez aller loin, plus vous allez mettre de l'argent en jeu, et plus vous allez mettre du temps en jeu. Donc, on va voir un peu les différents aspects. Mais voilà, il faut toujours penser en amont à tout ça, parce que si vous vous lancez sans tout prendre en considération, ça peut jouer sur l'aspect financier, sur vos marges, par exemple, et ça peut aussi jouer sur le temps que vous allez y consacrer. Peut-être que le dimanche, si vous avez mal dimensionné la chose, le dimanche, il va un peu sauter et votre repos, il ne va plus exister et ça va être un peu compliqué. Bien sûr qu'il y a le planning. On décide de se lancer dans l'e-commerce court, moyen, long terme, suivant les ressources que nous avons, suivant les budgets que nous avons et ce qu'on veut mettre en place. Il faut être raisonnable sur la façon de mettre les choses en place. Et après, quels sont les indicateurs de réussite? Là, comme j'ai dit un peu avant, c'est comme une stratégie marketing. La stratégie marketing, on va déterminer un objet, on va déterminer les cibles et compagnie. Si on ne met pas à la fin d'indicateur de réussite pour voir si oui ou non ça a fonctionné, si on fait au jugé, au doigt mouillé,
On ne sait jamais dans quel sens ça va aller. Et en général, ça ne réussit pas. Donc, les indicateurs de réussite, c'est ce qu'on a vu sur la slide d'avant. Vous avez beaucoup d'outils d'analyse qui vont vous permettre de savoir. Par exemple, sur un site internet, vous allez pouvoir où se situent les paniers abandonnés, quel est votre rebond. Peut-être que les pages d'atterrissage ne sont pas bons. Vous allez voir le taux de conversion. Ça veut dire le nombre de paniers validés par rapport au nombre de visiteurs. Et donc, ça va vous permettre de voir et d'ajuster ce que vous avez mis en place. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Je sais qu'on va être un peu light au niveau du temps, mais en tout cas, si je vois certaines questions sur lesquelles je peux répondre dans le mouvement, je n'hésiterai pas. Sinon, on aura le temps de réponse sur la fin. Donc, les canaux de vente. Moi, je vais vous parler de 4 canaux de vente. Le site internet, les réseaux sociaux, les marketplaces et les sites d'annonces. Marketplace, site d'annonce, souvent on les met ensemble, mais pour moi, il y a quand même une vraie différenciation. Pour le site internet et les marketplaces, on verra aussi différents aspects de ces solutions-là. Donc, si ça vous convient, on passe directement au site internet. Donc, le site internet, les avantages, maîtrise totale de l'image de marque, c'est-à-dire que le site internet vous appartient, il reflète votre image, vos valeurs. Donc, c'est ça qui est très sympa, très intéressant avec. Contrôle de l'ensemble des process et des fonctionnalités. On va voir ensuite sur les 3 grands types de sites internet, ça va beaucoup dépendre des solutions que vous allez choisir, mais on va dire si on se projette de manière très ouverte, vous pouvez tout faire à partir d'un site internet. Ça va dépendre de votre budget et de ce que vous avez en tête vraiment. Modularité, ce qu'on met en place un jour peut être modifié le jour d'après et on peut rajouter au fur et à mesure des fonctionnalités. Le site internet a cette puissance de pouvoir évoluer avec le temps et avec les moyens que l'on va mettre. Les inconvénients, c'est un peu le gros inconvénient du site internet par rapport aux autres canaux de vente. Coût de création et de maintenance qui peut être plus ou moins élevé. On va le voir avec les 3 types de solutions qu'on va voir au fur et à mesure. Difficulté à se faire connaître. J'ai un peu déjà utilisé le mot tout à l'heure, ce référencement naturel. N'hésitez pas à me dire dans le chat si vous connaissez la notion de référencement naturel ou de SEO, qui est l'acronyme anglais. En tout cas, sans travailler certains aspects comme le référencement naturel, ça va être compliqué de se faire connaître, de remonter dans le résultat de recherche et de se placer vis-à-vis de la concurrence. Et nécessité de sécuriser les paiements, souvent vous allez avoir certains types de canaux de vente qui va vous proposer ses propres services de paiement qui va un peu vous optimiser, vous faciliter la vie à ce niveau-là. Suivant les sites internet, ce sera à vous de gérer, de choisir les solutions. Donc je vois, oui, un peu. Okay. Donc référencement naturel, c'est simple, c'est travailler différents aspects de son site pour que les pages de celui-ci remontent quand des gens vont faire des requêtes dans Google, par exemple, à partir de mots-clés. Et je vois que c'était abordé dans une conférence aujourd'hui, donc parfait, nous sommes tous complémentaires. Donc on va partir sur le premier type de site internet. Ce sont les sites internet que j'ai nommés plateformes clés en main. Donc, en gros, ce sont les solutions comme WheezyShop, Wix, Shopify. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez déjà ce genre de solution, si certains d'entre vous utilisent ce type de solution. Le but, là, c'est que je vous donne à chaque fois un peu mon avis si c'est utile, si c'est cohérent de se lancer à chaque fois là-dessus. Jimdo, j'ai failli le mettre dans la liste, en effet. Donc, ce sont des solutions où tout est pris en charge par la plateforme sans besoin d'avoir de connaissances techniques. En gros, vous allez dessus, vous créez un compte, soit vous pouvez partir en gratuit, mais si vous voulez faire de la vente, vous allez sélectionner une offre avec un abonnement mensuel. Vous allez même pouvoir choisir votre nom de domaine en direct et ce sont des concepteurs visuels qui vont vous permettre de créer votre site internet et de tout gérer derrière. Alors, Loyanta Web, je ne connais absolument pas. Les avantages de ce type de solution. Alors, WooCommerce pour WordPress, je vais en parler juste après. Avantage, grande facilité d'utilisation, vous pouvez faire absolument tout seul. Le grand principe de cela, c'est que vous n'avez pas besoin d'un prestataire web, vous n'avez pas besoin d'un développeur web pour mettre en place votre solution. Les coûts sont maîtrisés sur une courte période d'utilisation. J'ai vraiment voulu mettre cette notion de courte période d'utilisation parce que c'est un abonnement mensuel que vous allez payer. Le prix de cet abonnement va être intimement lié aux fonctionnalités que vous allez lancer. Par exemple, en général, on se trouve sur un site vitrine aux alentours de 12-15 € par mois. On monte à 30 € quand c'est un site e-commerce. Et suivant les fonctionnalités que vous allez vouloir lancer, ça va commencer à chiffrer un peu plus. Et la gestion des paiements est intégrée. Vous n'avez pas trop besoin de gérer ce genre de choses. Vous allez raccorder vos solutions. Et voilà, c'est déjà prévu à l'intérieur. Donc, vous avez quand même beaucoup de facilité dessus. Les inconvénients, c'est que vous n'êtes pas propriétaire de votre site quand vous êtes sur ce genre de solution.
C'est-à-dire que tout appartient à la société que vous avez choisie, oui, Shopify, Jimdo, compagnie. Le jour où vous voulez partir, ça peut être plus ou moins compliqué de récupérer votre existant, ce qui peut être embêtant quand on fait du e-commerce, parce que vous avez quand même une obligation de conserver la liste de vos commandes sur une certaine période, ce genre de choses. Donc voilà, c'est quand même assez embêtant. Le référencement n'est pas totalement optimisé, il s'améliore de plus en plus. Wix aujourd'hui a des compétences de référencement dans les moteurs de recherche qui sont pas mal, mais clairement, le référencement naturel, c'est 3 grandes choses. C'est la technique du site internet, c'est les contenus et ce sont les liens entrants. La partie technique, vous pouvez pas la gérer vous-même du coup. Même si ce sont des plateformes qui maintenant vous laissent de plus en plus la main sur le code, l'HTML, le CSS, vous êtes quand même vachement dépendant de ce que eux ont mis en place. Donc en termes d'optimisation, vous n'avez pas tout. Et les fonctionnalités sont limitées, bah, c'est comme j'ai dit. Si vous voulez vraiment accéder au plus de fonctionnalités possibles, il faut payer un peu plus. Et globalement, quand même, on sera toujours plus limité que sur les autres types de solutions. Et dernier élément un peu embêtant, ce sont les pourcentages sur les ventes. Vous avez des commissions qui vont vous être prélevées puisque c'est la plateforme qui gère tout pour vous. Donc voilà. Site Wix en cours de création actuellement, mais très compliqué pour les transports et sécurisation. Voilà, ils vous mettent à la disposition pas mal de choses, mais après, il faut aussi arriver à se débrouiller avec les solutions mises en place et il faut pas mal jongler avec leur service client des fois. Donc moi, est-ce que je recommande en général ce type de site? Je considère que c'est bien quand on veut se tester, quand on veut tester un concept ou quand on veut se lancer en ayant un budget qui est vraiment très limité. Par contre, pour une solution qui est pérenne dans le temps, non, pas nécessairement. Comme j'ai dit, vous n'êtes pas chez vous en fait quand vous êtes ici, vous êtes tributaire de la plateforme et bon, il y a quand même un certain nombre de limitations. Donc, quand on veut tester quelque chose, ça passe. Notamment, surtout Shopify, WheezyShop, qui sont vraiment orientés vers le e-commerce, la vente de produits. Mais après, si on veut vraiment quelque chose qui dure dans le temps, qui soit vraiment à notre image, c'est pas nécessairement la bonne solution. Et en plus, plus vous empilez de fonctionnalités, et plus le prix peut augmenter. Et potentiellement, on peut faire le calcul. Est-ce que ça va pas coûter sur la durée plus cher qu'un site qu'on aura fait faire avec une autre solution? Donc, quelqu'un parlait de WordPress tout à l'heure. Le second type de solution, c'est ce qu'on appelle les CMS. Pour Content Management System. Vous n'avez pas besoin de retenir ça. Qu'est-ce que c'est? En gros, c'est une plateforme de conception gratuite, puissante et modulable à installer chez un hébergeur. En gros, les CMS, ce sont des outils qui sont totalement gratuits. Vous-même, si vous le souhaitez, vous pouvez vous former pour les utiliser et qu'on va installer chez un hébergeur comme Odoswitch, Infomaniac, OVH, qui est très connu à la fois pour le bon et pour le mauvais. Et en tout cas, qui permet d'accéder à énormément de choses. Il faut savoir que WordPress, aujourd'hui, est utilisé par 44%, peut-être maintenant même plus, des sites au travers du monde. Donc, ce sont des solutions qui sont très répandues, qui sont très puissantes. Les avantages, vous êtes propriétaire de votre site et de vos données. Donc ça, par contre, c'est un petit conseil, c'est que si vous décidez de monter un site avec du PrestaShop, avec du WordPress, Magento et autres, c'est vous qui prenez votre nom de domaine, c'est vous qui prenez votre hébergement, c'est pas le prestataire avec qui vous allez bosser. Il faut que tout soit à votre nom. Le site va vous appartenir, vous aurez tous les accès, vous n'aurez aucun problème à ce niveau-là. L'interface d'administration est relativement accessible. Pendant longtemps, on a dit que les sites, comme on a vu juste avant, Wix et compagnie, c'est ce qui est le plus simple. Grâce aux nouveaux outils de ces plateformes-là, clairement, on n'a pas besoin de savoir coder ou quoi que ce soit pour pouvoir mettre en place soi-même ces produits et même pour faire de la modification, suppression, ajout de pages et autres. Il existe maintenant des constructeurs de pages dans ces solutions qui sont très puissants. Elementor, exactement. Elementor plus WooCommerce, c'est un excellent combo. Elementor, du coup, qui est un constructeur de pages très visuel qui permet de faire des choses très bien et qui en plus arrive de plus en plus maintenant sur PrestaShop. Donc, grande adaptabilité. Alors, des fois, je vais vous dire les mots en les écorchant un peu. Je suis désolé, moi aussi, je suis en fin de journée. Donc, voilà, je vais avoir la bouche pâteuse au fur et à mesure. Donc, grande adaptabilité. Vous pouvez faire un peu tout ce que vous voulez avec ça. Ça va dépendre surtout de vos envies, de votre budget. Optimisation pour les moteurs de recherche. Donc, pour faire du référencement naturel, ce sont d'excellentes bases. On verra la troisième solution, c'est la plus costaud pour faire vraiment du référencement naturel hyper puissant. Mais en tout cas, ce sont d'excellentes bases. Vous pouvez faire énormément de choses. Il y a des extensions qui vous permettent vraiment de faire en sorte que vos pages soient le plus proche possible de ce qu'attend Google. Et pour se former sur du WordPress, clairement, c'est facile. Il y en a beaucoup qui sont formés sur du WordPress, PrestaShop et tout. Simplement, il y a des tutos en ligne, ce genre de choses.
Après, clairement, si vous voulez faire de la vente en ligne, il faut quand même optimiser au maximum la plateforme. Donc, je suis quand même tenté de dire, il faut passer par un prestataire pour vraiment avoir une plateforme qui est carrée. Par contre, derrière, vous aurez l'ensemble de la gestion à votre main. Vous aurez le panel d'administration qui sera très simple à gérer. Vous pouvez tout gérer sans avoir besoin de passer par une personne tiers. Et dernier point, technologie répandue. Si un jour vous avez un problème avec votre prestataire web et que vous entendez plus très bien, comme j'ai dit, il y a 44% des sites du monde qui sont sur du WordPress, par exemple. PrestaShop est la plateforme pour le e-commerce la plus utilisée en Europe. Magento est celle qui est plus utilisée aux États-Unis. Alors, du coup, faites plus du PrestaShop que du Magento en Europe, en France. Vous aurez beaucoup plus de chances de trouver des bons prestataires. En tout cas, si vous avez des soucis, vous pouvez très bien transférer votre site à un autre prestataire qui va en gérer la maintenance. C'est le très gros avantage de ce genre de solution. Les inconvénients, on peut, comme j'ai dit, on peut se former pour le faire, mais moi je ne recommande pas. C'est toujours mieux de passer par un professionnel pour vraiment optimiser au maximum. Et ensuite, le suivi des mises à jour pour éviter tout problème. Ce sont des plateformes qui vivent, ce sont énormément de communautés qui font que les thèmes, le cœur de WordPress, les extensions continuent de vivre et se mettent à jour, sont toujours en sécurité. Donc, il y a quand même un vrai suivi à faire pour être sûr que son site soit toujours en conformité et qu'on ne provoque pas des failles de sécurité. Un coût pour un site en e-shop en WordPress, c'est très compliqué à vous dire. Ça dépend vraiment des fonctionnalités, de ce que vous allez prévoir dedans. On va dire que de base, vous allez démarrer à 2000, 2500 euros. Mais suivant les fonctionnalités que vous voulez dedans, suivant peut-être que vous voulez un peu d'appréciation de référencement naturel ou de marketing, ce genre de choses, les prix peuvent aller très très loin. Il y a des formations pour assurer l'alimentation du site à la CMA. Mais voilà, vous pouvez vous orienter vers la CMA et les chambres de commerce aussi vous proposent des formations en WordPress. Le troisième type de site, et je vois qu'il est déjà 37, sont les sites qui sont entièrement codés sur mesure. C'est-à-dire que là, c'est un intégrateur web qui va utiliser ses petites mains pour faire du site totalement en code. Donc, en avantage, vous avez exactement le site que vous le souhaitez. Si vous voulez le bouton qui clignote à droite au pixel près, vous l'aurez. Ce sont les meilleures bases pour le référencement naturel, puisque ces sites-là sont très rapides à charger en général, ils sont vraiment très adaptables, donc Google adore. Bon, après, clairement, tarif très élevé. Il ne faut pas compter moins de 5 à 8 000 euros pour un site, notamment un e-commerce. Et moi, la plupart que je vois passer sont plutôt dans des tarifs dans les 10 000, voire plus. La gestion du site par les clients est relativement limitée. En général, vous n'avez pas un back-office ou un pub d'administration comme vous avez sur les deux autres types de sites Internet. Et suivant les fonctionnalités, on peut demander encore là aussi des développements qui sont longs, qui sont coûteux. Enfin, votre site, des fois, vous ne l'avez pas vraiment tout de suite. Et le dernier point, en général, quand vous allez dire, si vous n'entendez pas avec celui qui a fait votre site et vous voulez le faire récupérer par quelqu'un d'autre, la personne va vous dire non. Là, c'est le code de quelqu'un d'autre, ça va être compliqué, je vous refais tout de A à Z. Et on est reparti dans une nouvelle prestation qui va vous coûter bonbon. Donc, mon avis sur les sites Internet. Aujourd'hui, la solution à prioriser, c'est plutôt les CMS. C'est un coût qui est médian. Vous avez la propriété sur tout. Ça peut s'interfacer avec toutes les solutions de paiement, de tout ce que vous voulez, avec les caisses enregistreuses. C'est un peu ce qu'il y a de mieux aujourd'hui. Et le site sur mesure, clairement, à part si vous avez des fonctionnalités hyper particulières, je ne vous recommanderais jamais d'aller vers lui. C'est beaucoup trop cher. Et les autres, c'est plus pour se tester. Prévoir au moins 2500 euros pour avoir un WooCommerce simple et de qualité. Voilà. 2500 euros, c'est plutôt la bonne fourchette et pour un site vraiment en fonctionnalité de base. Donc ensuite, autre canal de vente, ce sont les réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux, c'est quelque chose que l'on connaît, dont on a besoin pour le reste de notre communication. C'est pour ça que j'ai marqué mix des canaux de vente. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça peut être quelque chose qui est pas mal quand on veut débuter, quand on a une offre de produit qui est peut-être un peu restreinte et qu'on n'a pas nécessairement de budget. Grâce notamment à Facebook et Instagram qui ont mis en place la partie shopping. Facebook, Instagram, Shopping qui est vraiment différent de Marketplace. Je sais que certaines personnes font un amalgame entre les deux, mais ce n'est pas le cas. Donc, c'est plutôt pas mal les réseaux sociaux, notamment en complément, soit du marketplace, soit notamment d'un site internet. Ça permet de mettre des produits en avant, c'est totalement gratuit, vous n'avez aucun frais caché dessus. Vous avez une audience qui peut être très puissante si votre page Facebook est bien suivie ou si votre Instagram utilise les bons hashtags sur ses publications.
Donc, ça peut être plutôt sympa. Et en plus, il y a pas mal de nouvelles tendances qui apparaissent sur ces médias-là, notamment sur les lives, par exemple, qui sont pas mal démocratisés lors des confinements. C'était pas mal fait sur la partie vente de textiles, prêt-à-porter. Mais en fait, à partir du moment où on a des produits qui sont visuels, qui sont pas nécessairement trop encombrants et tout, c'est un bon moyen de communication et il y a pas mal de conversions. Ça fonctionne plutôt bien. Après, les inconvénients, c'est toujours les tunnels de vente qui peuvent être incomplets sur un site internet ou une plateforme pour envoyer vers le paiement. Alors là, j'ai peut-être un doute, quelqu'un qui est beaucoup plus centré réseaux sociaux pourra le confirmer. Je sais qu'aux États-Unis, il y avait des fonctionnalités qui permettaient de renvoyer directement les boutons sur les produits des boutiques vers du PayPal et compagnie. Je ne sais pas si c'était en place chez nous. C'était pas en place il y a quelques mois. Je ne sais pas si c'est totalement fait. Et l'audience est limitée à la plateforme. C'est-à-dire que sur Facebook, si les gens ne vous suivent pas, ne suivent pas votre page, ils ne verront pas votre produit. Il n'y a pas de notion de référencement. Instagram Shopping, est-ce une option d'Instagram? Instagram Shopping, en fait, vous avez créé une boutique sur Facebook avec Facebook Shopping et vous allez pouvoir, ce catalogue va pouvoir s'importer sur la page Instagram que vous avez liée à votre page Facebook. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est obligé de passer par la page Facebook professionnelle pour créer tout le catalogue de produits. On ne peut pas le faire directement sur Instagram, on est obligé d'avoir les deux. Mais par contre, en termes de conversion, donc c'est-à-dire en termes de vente, souvent les gens achètent plus facilement depuis la partie Instagram que depuis la partie Facebook. Donc moi, je connais pas mal de commerçants qui gèrent tout depuis le Facebook, mais surtout dans l'attention de vente depuis la page Instagram. Je vois qu'il est déjà 41. On va se dépêcher un peu. Donc, ensuite, les canaux de type marketplace, je les ai mis en 3 parties, les marketplaces. Le marketplace généraliste, donc vous connaissez tous Amazon, c'est le leader. Au départ, ils vendaient des livres, maintenant, ils vendent de tout et ils n'ont pas une vraie concurrence au niveau international. Donc, les avantages des marketplaces sont des prix d'entrée qui sont faibles, c'est une simplicité d'utilisation, c'est une forte audience potentielle. Tout le monde passe à un moment ou à un autre par Amazon, notamment avec tous les services annexes qu'ils rajoutent, qui nous obligent quasiment à passer à un moment ou à un autre par chez eux. Beaucoup de visites quotidiennes. C'est un réflexe de se rendre sur ces types de solutions. Et sécurité des transactions, le tunnel d'achat est très bien sécurisé, ça fonctionne très bien. Inconvénient, quasiment aucune personnalisation possible. Je vais même dire rien du tout. Très forte concurrence internationale. Vous êtes en opposition à énormément de gens. Alors, les frais de commission, alors c'est cher les frais d'Amazon. Moi, je les ai mis en bas par rapport aux autres types de marketplace. Vous allez voir qu'avec les semi-généralistes et les spécialisés, voilà, on est encore un peu dans le bas du panier quand même, c'est un peu le plus abordable aujourd'hui. Et la fidélisation difficile des clients, oui, en fait, les gens, souvent, ils ont un peu rien à faire de vous. Ce qui les intéresse, c'est le produit. Ce qui est important pour eux, c'est que les produits que vous allez mettre dessus soient bien positionnés. Ensuite, on a les semi-généralistes ou ceux des grandes enseignes. Il y a encore quelques années, Fnac, Conforama ne vendaient que leurs produits, leur site internet ne vendait que leurs produits. Ils se sont ouverts maintenant et ils accueillent les professionnels qui vendent des produits qui sont dans le même secteur qu'eux ou approchants. Donc, on est à peu près sur la même chose que sur les marketplaces précédentes. Là où ça va un peu changer, c'est les frais de commission. Je les ai mis toujours bas, mais ils vont commencer quand même à augmenter. Si vous êtes en dehors de la cible principale de la plateforme, la conversion peut être très basse. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que la Fnac, maintenant, vend aussi des produits qui ne sont pas nécessairement des produits qu'on attend chez la Fnac, mais qui permettent de vendre sur un marketplace. Si vous les mettez à disposition, ça peut être par exemple des t-shirts sur de la culture geek, ce genre de choses. Clairement, vous n'aurez pas une bonne conversion dessus. Vous aurez la possibilité de le faire, mais ça ne va pas vous rapporter grand-chose. Et aussi, surtout, les internautes qui vont toujours prioriser la marque émettrice de la plateforme. C'est-à-dire que si je vais sur Conforama, je vais avant tout chercher ce que Conforama me vend, pas nécessairement ce que les vendeurs tiers vendent. Donc, vous avez un peu moins d'exposition à ce niveau-là. Le troisième type de marketplace, c'est tout ce qui est spécialisé. Donc là, je vous ai mis des exemples, Mano Mano, Etsy. Etsy est très connu sur tout ce qui est art créatif. Donc, c'est très simple à utiliser toujours. L'audience est plus qualitative. En général, les gens qui arrivent sur ces marketplaces-là savent pourquoi ils sont là. Donc, ils vont aller beaucoup plus vers vous. Vous pouvez fidéliser de manière plus importante que sur les autres types de marketplace. Pour eux, notamment sur des cas comme Etsy, quand c'est des créateurs, des gens qui vendent vraiment des choses qui sont liées à leur marque, on peut les fidéliser parce qu'ils vont autant regarder la marque que le produit.
Et ensuite, peu de personnalisation. Et toujours, là, par contre, vous êtes sur une concurrence qui est encore plus acerbe, puisque comme les gens vont être plus fidélisés, ils ne vont pas nécessairement aller voir à côté. Combien des frais en pourcentage est-il? Je ne les ai pas en tête. Alors, c'est vrai que peut-être je n'aurais pas dû les manier, si je les ai laissés en inconvénient, frais de commission, parce que c'est toujours un peu plus important. En général, les frais de livraison sont plus élevés dans les parties marketplace, ça peut freiner les clients. Oui, c'est pour ça que quand on vend sur les marketplaces, mais j'ai fait une slide après, il faut toujours recalculer ses marges. Quand vous faites de la vente sur Internet, quand vous avez des commissions qui arrivent, ce genre de choses, il faut toujours totalement recalculer ses marges pour être sûr de ne pas se faire avoir. Petit intermède sur les marketplaces locales, parce que ça s'est énormément développé depuis les différents confinements. Je ne suis pas un fan des marketplaces locales. Pour avoir fait pas mal de benchmarking, parce que faisant partie d'une institution, à un moment ou à un autre, on a voulu nous aussi regarder si on pourrait lancer notre marketplace local sur notre territoire de l'Hérault. On s'est rendu compte que enfin, je le savais déjà un peu, puisque c'est mon métier, mais on s'est quand même bien rendu compte que ce sont des choses qui vivotent beaucoup. Une fois que la partie confinement, achat à distance était passée, ça a revivoté de nouveau. Clairement, se lancer sur le marketplace local, ça peut être dépenser de l'argent pour pas grand-chose. Il y a pas mal d'initiatives, justement, suite à la situation sanitaire, où ça peut être gratuit pendant 1 an, ce genre de choses. Donc, si sur votre territoire ça existe, c'est totalement gratuit, on vous prend quasiment pas de commission, vous n'avez pas à payer un abonnement annuel. Pourquoi pas pour essayer, mais clairement aujourd'hui c'est plutôt des solutions que moi je mets totalement de côté. Donc les questions à se poser avant de se lancer sur une marketplace, comme Aleo, Alès of course, je ne connais pas. Je suppose que c'est lié à Alès, peut-être la ville d'Alès, mais oui, chaque territoire là, a lancé un peu de tout, que ce soit au niveau départemental ou au niveau d'une Comcom, d'une communauté de communes, chacun y allait de son truc. Et clairement, je ne vois pas ça perdurer dans le temps, quoi. Parce que déjà, ça ne fonctionnait pas avant. Alors, quand on veut se lancer sur une marketplace, quel est le volume de trafic généré par la plateforme? Si c'est une marketplace qui est française ou internationale, par rapport au site que vous avez, ça peut beaucoup jouer. Quels sont les profils des acheteurs? On l'a vu, les marketplaces spécialisées sont des acheteurs qui sont beaucoup plus consciencieux, qui vont beaucoup plus regarder à la fois la marque et à la fois le produit, qui sont prêts à mettre plus d'argent. Donc, c'est plus intéressant que sur un Amazon où vous avez tout et n'importe quoi et les gens vont surtout chercher le même produit au plus bas prix. Oui, attention. Il faut surtout, le plus important, je ne vais pas trop rentrer là-dedans, mais regarder les valeurs de la plateforme. Les plateformes véhiculent une image, il faut voir si cette image est en adéquation avec vous. Donc, c'est sur, à mon avis, sur le point le plus important. Les marketplaces, il faut faire attention quand on se lance dedans. Moi, j'en vois beaucoup qui en reviennent parce que c'est pas nécessairement facile à gérer. Lier son catalogue en utilisant des agrégateurs de produits, ce genre de choses, c'est pas évident. Franchement, c'est pas nécessairement la solution première à prendre quand on veut se lancer sur le e-commerce. Quand on a peu de budget et qu'on est prêt et qu'on a peut-être des marges importantes qu'on est capable de rogner, ça peut avoir un certain intérêt, mais faire très attention à ce niveau-là. Donc, on va aller très rapidement sur les sites d'annonces, sur le dernier canal de vente. C'est avant tout eBay et Rakuten. Le Bon Coin aussi est considéré comme un site d'annonces professionnel, puisque les professionnels peuvent mettre leurs annonces dessus. Mise en ligne des annonces qui sont gratuites, pas ou peu de commissions. Alors, c'est plus peu de commissions que pas, hein, pas c'est plus sur le Bon Coin, ce genre de choses. Ou si vous avez un peu de commissions sur les autres, vous avez des pourcentages à la vente. Vous avez des fortes notoriétés sur les plateformes, vous avez beaucoup de visibilité. Mais à contrario, je ne sais pas si vous êtes déjà allé sur ce genre de plateforme. Alors, déjà, on a souvent des vendeurs de dropshipping dessus. Je ne sais pas si si vous connaissez les notions de dropshipping dans le chat, n'hésitez pas à me le dire. Mais on n'est pas sur du très qualitatif en général. La clientèle, du coup, aussi, c'est vraiment des gens qui sont à la recherche du plus bas prix, qui vont chercher pas nécessairement des produits de qualité. Donc, quand on a une offre qualitative, ça peut être pas évident. Et en plus, excusez-moi le terme, c'est un peu bordélique en général. eBay, depuis que ça existe, ça a toujours été très, très compliqué. Donc ça, c'est quelque chose, voilà. Je ne conseille pas non plus. Clairement, aujourd'hui, si on a une petite offre, on a peu de stock ou on veut faire tourner les stocks rapidement, il peut y avoir un intérêt parce que ça se gère quand même assez facilement et tout. Mais vous êtes face à une concurrence qui est énorme à ce niveau-là, qui est plus qu'internationale, encore plus que sur les Amazon et compagnie. Et donc, on peut se retrouver noyé très rapidement.
N'hésitez pas, si vous voulez prendre des screens de ce que vous voyez à l'écran, ça pourra vous aider en sachant qu'il y aura un replay sur cette présentation. Donc là, je vous ai fait un petit tableau. Investissement, c'est un mélange d'investissement de temps, d'argent. Le site internet, c'est celui qui demande le plus d'investissement, qui est adapté à peu près à toutes les entreprises. Et c'est aussi celui qui peut avoir le rendement le plus important si c'est très bien géré. Les réseaux sociaux, très bien pour se tester, notamment quand on est une petite entreprise, on a un petit catalogue et qu'on est sur une clientèle qui est prêt à donner un peu de soi pour faire l'achat. Marketplace, site d'annonce, voilà, on est plus sur du fonctionnalité moyenne, investissement moyen. C'est adapté un peu à tout le monde, mais en même temps, c'est un peu adapté à personne. C'est plus les grandes entreprises qui vont se lancer sur les marketplaces, à part peut-être les spécialisés qui sont un peu plus adaptés aux petites entreprises. Les sites d'annonces, voilà. Je vous l'ai mis parce que ça existe et il est important de connaître un peu tout, mais c'est pas évident de faire sa place dessus. Pour faire la promotion de votre offre, référencement naturel, notamment quand c'est un site internet, bien être vu par Google, les réseaux sociaux, que ce soit pour vous un canal de vente ou pas, c'est toujours un canal de communication, et bien sûr la publicité payante. Publicité payante, clairement, c'est plus si vous avez là aussi un site internet, et vous avez un site internet qui a un référencement naturel qui est déjà fait, et que votre site est vraiment carré. Avant de passer sur les solutions de paiement, petit focus sur le click and collect. Vous l'avez déjà vu, donc je ne vais pas rester très longtemps dessus. Mais pour avoir des solutions et ramener dans le magasin physique, c'est vraiment quelque chose qui a connu une explosion sur l'année 2020 et toujours en 2021. Ça permet de créer de la relation de proximité, ça permet de développer son image sur Internet, ça permet de ramener les gens surtout vers soi. Et surtout, si on ne veut pas mettre en place tout le tunnel de vente, d'avoir quand même un positionnement face à la concurrence. Il faut toujours regarder la concurrence. On a tendance à dire en communication print, donc papier, qu'on ne regarde pas trop la concurrence, on fait à sa sauce. Sur du digital, on regarde totalement ce que font les autres, on regarde les bonnes pratiques et on s'adapte vis-à-vis de cela. Le paiement en ligne. Les avantages de mettre en place du paiement en ligne. Image moderne et professionnelle. Vous sécurisez pour l'internaute les possibilités de faire des achats. Vous mettez en place, vous pouvez aussi percevoir tout le temps. C'est comme le fait d'avoir un canal de communication et de vente sur Internet. Vous n'avez pas besoin d'être réveillé pour que les gens vous fassent des achats et que l'argent tombe dans votre caisse. Mise en valeur de la marque et de son image, s'adapte à la stratégie marketing suivant les solutions que vous avez décidées, et facilité de gestion comptable. Vous allez pouvoir relier aussi les solutions directement sur vos... Hop là, vous allez pouvoir relier les solutions de paiement directement à votre gestion comptable et donc avoir un seul canal à ce niveau-là. Aujourd'hui, voici quelques chiffres. 80% des achats se font par carte bancaire, 11,5% par des portefeuilles de paiement en ligne, on va voir juste après ce que c'est, et tout le reste, c'est dans les 8,5%. Donc clairement, le paiement en ligne, qui sont les cartes bancaires et les portefeuilles de paiement en ligne, on le vend en poupe. Les gens, en fait, ils aiment pouvoir acheter rapidement et facilement. Si on leur demande d'envoyer des ordres de virement, d'envoyer des chèques, ce genre de choses, vous pouvez être sûr qu'il y a de l'abandon de panier derrière. Donc on va le voir, c'est important de mixer les canaux de paiement. Mais en tout cas, il faudra toujours mettre en avant ce qui permet de tout faire en paiement instantané. Les solutions de paiement en ligne, vous avez 3 grandes familles de solutions. Celles qui sont proposées par les banques, celles qui sont proposées par des API et des établissements de paiement indépendants, et bien sûr les portefeuilles. Je vous ai mis le logo du plus connu, donc ça vous permet de voir un peu plus de quoi il s'agit. Les contrats de vente à distance, c'est tout ce qui est lié à la banque. En gros, c'est un contrat monétique de vente à distance. C'est un peu comme le TPE physique que vous avez en magasin si vous prenez les cartes bancaires. Quand je dis un peu, c'est exactement la même chose. C'est le contrat qui va vous lier à votre banque pour pouvoir mettre en place un dispositif de vente directement sur votre site internet. Qu'est-ce que ça a? C'est rassurant pour le client, parce qu'il va voir le logo de la banque, il va voir qu'il y a vraiment un niveau de sécurisation qui est important. Et pour vous, c'est une garantie de paiement pour le commerçant, puisque c'est la banque qui va être tenue légalement responsable des paiements pour lesquels elle donne son aval. Donc, c'est-à-dire que toute une partie des responsabilités qu'il peut y avoir, notamment sur les fraudes, les défauts de paiement, ce genre de choses, c'est la banque qui le prend à sa charge. Donc, qu'est-ce que ça mène comme contrepartie? Si c'est la banque qui a sa charge, c'est-à-dire qu'elle va être, elle va être assez regardante pour vous
procurer ce contrat de vente à distance. Donc, votre dossier passera en examen. Il y aura vraiment une vraie consultation. Donc, ce n'est pas nécessairement tous les contrats qui sont validés. Et le coût moyen pour un contrat avec une banque pour mettre en place du paiement en ligne sur ces médias, c'est toujours plus cher que les solutions indépendantes que nous allons voir ensuite. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est très sécurisé. C'est un élément de réassurance important. Mais ceci, c'est plus cher et c'est pas toutes les banques qui vont vous l'accorder. Il y aura vraiment un vrai travail, c'est un peu comme un business plan qui vous sera demandé. Je vous ai mis très rapidement quelques solutions. Je n'ai pas trop détaillé parce qu'il est déjà 55. Donc, les solutions de Société Générale, de Crédit Agricole, BNP Paribas, Monético, qui est peut-être le plus connu aujourd'hui, Crédit Mutuel et CIC, qui sont très représentés sur les différents sites qui utilisent ce genre de solutions. Donc, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à utiliser le replay pour faire des arrêts si vous voulez faire des captures d'écran. Donc, ensuite, nous avons les prestataires indépendants. Les prestataires indépendants, on va en voir quelques-uns. Le plus connu aujourd'hui, ça doit être Stripe, qui est très utilisé, qui est une des solutions qui est la plus utilisée, notamment avec les sites internet en WooCommerce, en PrestaShop. Donc, les caractéristiques, c'est bien souvent, c'est moins onéreux. Vous allez avoir des frais de commission de transaction, mais qui sont des fois, bien même souvent, moins élevés qu'avec les banques. Et souvent, surtout, vous n'avez pas d'abonnement mensuel. En général, les banques, vous avez un abonnement mensuel qui accompagne les commissions sur les achats. Par contre, vous avez un peu moins de garantie. Et encore, quand je dis ça, c'est de moins en moins vrai avec le temps. Au fur et à mesure, ce sont des solutions qui gagnent en puissance et qui vont fournir de plus en plus de garanties sur les fraudes, sur la disponibilité de l'argent, ce genre de choses. Donc, les solutions IP, qui est une solution qui est très répandue. PayPlug aussi, ça doit être l'une des plus grosses aujourd'hui. Et comme je vous l'ai dit juste avant, Stripe. Ensuite, le troisième sont les portefeuilles en ligne. Donc, je vous l'ai dit, c'était par exemple, c'est PayPal. Portefeuille en ligne, qu'est-ce que ça vous apporte? Ça permet de payer en ligne sans communiquer les données bancaires à un tiers. C'est quelque chose qui était très utilisé avant, surtout sur du particulier, et qui s'est de plus en plus développé aujourd'hui sur du professionnel. Et ce sont des solutions qui sont simples et rapides à mettre en œuvre. En général, sur un site internet professionnel, c'est la première solution qu'on va mettre en place. Parce que c'est assez simple à mettre en place, vous avez des extensions pour le faire, et c'est très peu coûteux pour le mettre en place sur un site internet. Vous avez Paylib qui est très connu et aujourd'hui le gros intérêt de Paylib, c'est surtout qu'il est lié de plus en plus aux banques françaises. Donc souvent quand vous avez un site internet, vous aurez le Paylib qui va apparaître en plus de la solution bancaire sans besoin de faire quoi que ce soit. Vous avez Lydia, qui est une solution qui est française, un peu moins connue, mais qui peut être très sympa, qui a une commission qui est des frais de commission totalement corrects. Et bien sûr, PayPal. Bon, PayPal peut être un peu plus cher que les autres, mais c'était le premier. Il a une position qui est un peu dominante. Quelques conseils sur le paiement en ligne. Les portefeuilles en ligne, premier conseil, quoi qu'il arrive, mixer sur un site internet ou sur un autre canal de vente les solutions de paiement. Ne vous arrêtez pas juste à une solution. Le portefeuille en ligne, donc le PayPal, c'est la première solution à mettre en place. Mettez soit si vous savez que vous allez faire beaucoup, si vous savez dès le départ que vous allez faire beaucoup de ventes et tout, vous pouvez le mixer directement avec une solution de banque, ou sinon partez sur une solution indépendante. Mais avoir les deux solutions, c'est en général la base pour être bien agencé sur le paiement en ligne. Si, comme j'ai dit, vous faites beaucoup de ventes, clairement, commencez à vous orienter vers le VAD. Ça vous permettra d'avoir quand même un niveau de protection supplémentaire. Vérifier les fonctionnalités, les personnalisations, tout ce qui peut être fait pour la lutte contre l'abandon de panier. Vérifier aussi les envois de fonds et vérifier s'il n'y a pas de minima ou de délai sur les transferts. C'est quelque chose qui se faisait pas mal, qui est de plus en plus abandonné, mais des fois il y a besoin que vous ayez mis une certaine somme, enfin une certaine somme de transactions avant de pouvoir rapatrier vers votre compte bancaire. Ça commence à disparaître, donc il n'y a pas trop de problème là-dessus, mais toujours à vérifier si vous êtes sur des solutions un peu moins connues. La chasse au coût caché. C'est un peu comme je parlais tout à l'heure de Wix et compagnie. Il faut toujours regarder si certaines fonctionnalités, si vous n'avez pas besoin de débourser un peu plus pour pouvoir y accéder. Testez les back-office. Souvent, vous avez des possibilités d'avoir des démos sur les solutions de paiement en ligne. Testez-les pour voir si vous êtes à l'aise avec et si vous en sortez bien.
Et après, n'hésitez pas à regarder les avis sur les SAV et voir si en fait vous aurez un vrai soutien derrière. Si vous ne savez pas utiliser, s'il y a un problème sur un paiement, vous devez vous sentir à l'aise pour pouvoir communiquer vers votre pourvoyeur de solutions. Logistique, on va voir des points très rapides, parce qu'il est déjà 59, je vais me faire tuer. Choisir et optimiser ses méthodes de stockage. Bon là, très simple, notamment si vous êtes un petit vendeur et tout. Bien travailler le rayonnage, ce genre de choses, pour pouvoir être très efficace. Comme j'ai dit, faire de la vente en ligne, ça va vous rajouter des charges de travail supplémentaires par-dessus. Donc, en logistique, il faut toujours avoir le produit à portée de main de manière très rapide. Gérer les stocks en temps réel, quelque chose qui est très important, c'est de savoir quel est notre stock pour Internet, comment on fait pour éviter de se retrouver embêté. Là, je viens de faire un audit pour le site Internet d'un domaine viticole. Ils n'avaient pas fait de limite sur les différents produits, ils n'avaient pas de stock différencié par rapport au stock physique, c'est-à-dire que si je voulais acheter une centaine de bouteilles de vin, je faisais tout le tunnel de vente. Merci. Je faisais tout le tunnel de vente et à la fin, c'est le professionnel qui est embêté parce qu'il avait 100 bouteilles qui venaient d'être payées. Il ne les avait pas en stock. Et donc, au niveau de la relation client et de l'image qui était reflétée, parce qu'il allait devoir m'annuler la commande, ça ne le fait pas. Donc, différentes solutions. Ce sont des stocks qui sont différenciés. Sinon, ça peut être des stocks unis, mais si vous avez des stocks unis, souvent, c'est-à-dire que vous passez par un logiciel de stock CRM pour gérer ce genre de choses. Donc là, attention aussi, ce sont des coûts supplémentaires. Donc voilà, vraiment travailler cette partie-là pour ne pas vous faire avoir. Bien réfléchir son packaging. Donc là, je ne vais pas trop entrer là-dedans. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'emballage écologique. Ce sont des arguments de vente. Donc, c'est quelque chose qui peut être intéressant à travailler comme argumentaire à mettre en place sur ces différentes plateformes de communication. Si vous faites des emballages écolos, les gens seront ravis de l'apprendre. Travailler la satisfaction client, j'ai un peu parlé avec mon exemple. Permettre de faire de la fidélisation, être là dès que vous avez des messages, ce genre de choses, très important. La satisfaction client, sont aussi la réputation, c'est ce qui va vous permettre là aussi d'augmenter un peu votre notoriété et donc de rassurer un peu plus le client. Le terme réassurance est un terme qui est très important en e-commerce parce que il n'y a pas si longtemps, les gens avaient peur d'aller sur Internet pour faire l'acte d'achat. Donc, toutes ces notions de réassurance, comme par exemple en bas de votre site Internet, mais les différents moyens de paiement, si vous faites des paiements plusieurs fois, ce genre de choses, on peut croire que c'est gadget, mais c'est quand même observé par une grande partie de la clientèle. Analyser les solutions d'envoi et de transport, très important. On parlait tout à l'heure de marge. Si vous faites du e-commerce et que vous envoyez, vous allez regarder un peu toutes les solutions qui s'offrent à vous. Il y a les solutions classiques, Colissimo, Chronopost, ce genre de choses. Vous avez des solutions qui vont être à moindre coût, mais qui vont être aussi intéressantes, comme Mondial Relais. Donc voilà, analysez tout ce qui existe, ce que ça peut coûter, comment ça va rentrer dans les coûts de vos produits. C'est très important. Par exemple, si vous êtes sur des petits volumes, peut-être que vous n'avez pas besoin de passer un contrat avec Colissimo. Peut-être que simplement l'utilisation de l'offre professionnelle Colissimo sans contrat, dans un premier temps, vous sera beaucoup plus bénéfique d'un point de vue financier. Vous aurez besoin de moins rogner sur vos marges parce que vous n'aurez pas cet abonnement coûteux à devoir régler à chaque fois. Pareil, c'est la même chose en fait. Et proposer un suivi des commandes. Alors là, c'est un peu dans les fonctionnalités annexes. Là aussi, c'est de la réassurance. Que l'internaute puisse suivre d'un moyen ou d'une autre les commandes, c'est toujours quelque chose qui le rassure et qui peut le pousser à faire l'achat chez vous plutôt que chez le voisin. Ensuite, du coup, les potentiels coûts à prévoir, frais d'interfaçage entre vos stocks et votre site de e-commerce ou la marketplace suivant les solutions que vous avez sélectionnées, les frais liés au stockage de produits. Si vous avez 12 millions de produits, vous n'allez peut-être pas pouvoir les stocker soit chez vous, soit dans votre boutique. Vous aurez peut-être besoin d'endroits supplémentaires. Les frais liés à la préparation packaging de produits. Là aussi, quand vous allez acheter le papier bulle, vos emballages, votre scotch et tout, ce sont des coûts à prévoir. Les frais liés à l'expédition, il y a un peu d'en parler. Peut-être que le contrat n'est pas nécessairement la bonne solution, peut-être que l'envoi en direct est mieux. Des solutions comme Mondial Relais sont très bien, c'est assez peu coûteux à la fois pour vous et pour le client, et c'est de plus en plus utilisé. Et après, les frais optionnels, suivi livraison, il y a aussi le service client. Si vous faites de la gestion de retour, anomalie colis, c'est-à-dire
il va vous renvoyer le colis, c'est vous qui allez lui faire l'étiquette d'envoi, ce genre de choses, ce sont le genre de choses à prévoir. Et en accélérant beaucoup sur la fin, j'arrive à peu près dans les temps et j'arrive aux questions-réponses. Donc excusez-moi, j'ai parlé très vite, mais j'ai fait quelque chose de très long. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vais essayer d'y répondre sur le temps qui m'est encore imparti. Il n'y a plus de temps, David. Plus du tout. Bon, j'essaie de répondre aussi à des questions, j'ai pris dans le chat en même temps, donc je pense que ça passe. Bon, si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à contacter votre chambre de commerce et d'industrie ou votre chambre de métier de l'artisanat. Si vous êtes dans l'Hérault, vous avez sur l'écran les coordonnées donc, de David et de son homologue de la chambre de métier de l'Hérault. Si vous êtes dans un autre département, vous trouverez facilement les coordonnées de la CCI ou de la CMA sur le web. Et puis, on vous retrouve demain à partir de 9 h pour la deuxième journée live du salon Numexpo, avec encore 12 webconférences entre 9 h et 18 h sur tout un tas de thèmes divers et variés et plus intéressants que les uns que les autres, liés à la transition digitale numérique des petites entreprises. David, un grand merci pour cette présentation très riche et très complète. Et on vous souhaite une très bonne soirée à toutes et à tous. Et rendez-vous demain matin sur le salon Numexpo. Bonne soirée. Bonne soirée à toutes et tous, au revoir. Au revoir.